Bienvenue dans The Big Shift, le podcast pour comprendre la transition écologique dans sa complexité. N'oubliez pas de vous abonner et de laisser un commentaire et 5 étoiles sur iTunes ou Apple Podcast, ça m'aide vraiment beaucoup. Bonne écoute. Salut Mickaël, ça va ? Bonjour à tous les deux, oui très très bien. Eh ben écoute, on est ravis de t'avoir aujourd'hui. C'est un épisode un peu particulier parce qu'il va être diffusé probablement sur 2 chaînes. La chaîne Ça fait un bail et la chaîne chaîne The Big Shift, qui sont les 2 podcasts qui sont créés par le studio et Cause. Exactement. Donc The Big Shift qui est un podcast sur la transition écologique. Je vous en ai peut-être déjà parlé sur certains épisodes. Et ça fait un moment que je cherche quelqu'un pour discuter un peu de sujets autour de l'écologie, toujours en lien avec l'immobilier et le logement. Et on est tombé sur le profil de Mickaël de Green Living. Est-ce que tu peux tout simplement commencer par te présenter, nous présenter un peu ton parcours? Exactement. Écoutez, alors moi je m'appelle Mickaël Ciotto, je suis de Montpellier. J'ai fait un parcours scolaire, on va dire un peu classique à école de commerce, et j'ai travaillé, on va dire essentiellement dans la construction et dans le bâtiment. Mais ma plus grande expérience, j'ai travaillé pour un bureau d'études dans tout ce qui était contrôle RT 2012, étanchéité à l'air, mais majoritairement pour les bâtiments tertiaires et les promoteurs. Voilà. Donc à la fin, on devait mettre en place certaines mesures pour dire si le bâtiment était conforme à la RT 2012. Alors par contre, c'était quasi exclusivement dans le neuf, très très peu dans la rénovation, dans l'ancien. Ok, c'est quoi le RT 2012? La RT 2012, en fait, c'est la norme à respecter pour toute construction neuve à la fin d'un chantier. C'est-à-dire que si tu veux pouvoir vendre ta maison ou y habiter, il faut qu'elle respecte certaines normes et il faut passer par une étude thermique, passer par certains types de construction, et à la fin, il y a une personne, comme un consuel pour l'électricité, qui vient te dire, écoutez, monsieur, madame, votre maison est bien RT 2012, et vous donne le sésame, le tampon, qui dit que vous pouvez dire que votre maison est RT 2012. Voilà, tout simplement. Ok, super intéressant. Est-ce que ça a un rapport avec les catégories énergétiques des bâtiments ou rien à voir? Alors, pas du tout. En fait, la RT 2012, c'est plutôt sur le mode de construction, et les diagnostics, c'est plutôt, on va dire, sur l'exploitation de ta maison ou de ton appartement. Donc, en fait, quand tu construis une maison, il faut que non seulement tu aies RT 2012 et que tu fasses ton DPE neuf, qui est différent de celui qui est du DPE ancien. C'est deux. Alors le moteur de calcul reste le même, sauf qu'en fait, ce qui est regardé, c'est pas exactement la même chose. Voilà, il y a des troncs communs, mais c'est pas fait de la même manière. Voilà. Ok, peut-être qu'on peut revenir un peu en arrière. T'as commencé à te présenter. Est-ce que du coup tu peux présenter Green Living et ce que tu fais du coup aujourd'hui pour que les gens soient un peu moins perdus? On est rentré dans le dur direct là. Ouais. Alors en fait, Green Living, c'est une société d'investissement locatif clé en main, mais avec une grosse différenciation, c'est que on a une forte démarche environnementale dans notre façon de travailler. Pour la simple et bonne raison, c'est qu'en fait, on s'est aperçu au travers de mon parcours. Alors, je suis associé avec une personne qui s'appelle Loïc, qui lui, en fait, qui est plus la branche travaux en fait chez Green Living. Mais en gros, dans nos parcours, on s'est aperçu, alors notamment dans mon parcours professionnel, qu'en fait, dans le neuf, il y a beaucoup de normes. Alors, il y en a plein. Les promoteurs sont habitués, les constructeurs de maisons individuelles sont habitués, et même le particulier est habitué maintenant. Donc, tout ce qui est économie d'énergie dans le neuf, c'est rodé, voilà, depuis une dizaine d'années, c'est rentré un peu dans les mœurs. Et dans la rénovation, dans mon job, il y avait pas tellement en fait voilà, le discours, on parlait pas trop d'économie d'énergie. Voilà pourquoi, parce que c'est un peu plus compliqué. Et en fait, moi, j'investissais en parallèle de mon boulot, et je me rendais compte que je faisais de la rénovation, mais surtout c'est que j'avais des gains d'énergie assez importants. Et donc du coup, mon parcours professionnel, un peu cette sensibilité environnementale, on a voulu le coupler à ce qu'on faisait en privé, et on a créé Green Living. Donc voilà, une société clé en main. Voilà, on fait, on va dire, c'est de ce qu'il y a de plus classique. On fait la recherche, on rénove, on peut meubler, et on est aussi une agence immobilière, donc on peut aussi s'occuper de la gestion locative. Mais on voulait pas créer une société pour créer une boîte. On voulait vraiment que derrière il y ait qu'il y ait un sens, et qu'on soit différent, parce que des sociétés d'investissement locatif clé en main, on n'est pas les seuls, et on voulait un axe de différenciant majeur. Et je
pense, sans trop m'avancer, qu'on est les plus poussés dans ce qui est tout ce qui est un peu. On se définit un peu comme une entreprise engagée. Je pense qu'on est l'une des entreprises les plus engagées à ce niveau-là, quoi. Ça, c'est évident. Ça marche. Pour démarrer avec la première étape du processus qui est la rénovation, comment tu fais justement déjà sur cette première étape de rénovation pour faire la différence d'un point de vue écologique ou d'un point de vue économique aussi, tu vas m'expliquer. En fait, ce qui est bien à l'heure actuelle, c'est que on part en fait de ce que les données du gouvernement, ces fameuses classes énergie. Tout le monde connaît le DPE, le diagnostic de performance énergétique, A, B, C, D, E, F, G. Et en fait, ce que a fait l'État, alors là, il a un peu restructuré au 1er juillet, mais en gros, du moment donné où vous êtes classé F et G, vous êtes considéré comme passoire thermique. Et voire, on peut même rajouter la classe E. Pourquoi ? Parce qu'en fait, il y a quelques dates à retenir. C'est qu'en fait, à partir de 2025, les G, on pourra plus les louer. Les F à partir de 2028 et les E à partir de 2034. Donc en fait, EFG, on peut considérer ça comme des passoires thermiques. Et en fonction de ces classes énergie que l'on a devant nous, on est en capacité de dire voilà quel bouquet de travaux il faut mettre en place pour atteindre une classe, on va dire minimum D. Voilà. T'as pu, désolé de te couper, t'as pu observer un peu des différences. Quel est l'impact de ce DPE sur les prix dans l'immobilier, vous qui cherchez des biens, etc. Tu peux jouer là-dessus pour trouver des choses moins chères. Est-ce que pour le moment ça n'a pas trop d'impact ? C'est quoi ton avis ? Alors je vais être cash avec vous, c'est le bazar en ce moment. C'est-à-dire qu'en fait, nous ce que l'on voit, c'est qu'il y a des propriétaires qui vendent vite, très vite, qui veulent se débarrasser, parce qu'en fait, on parle de la notion de DPE, mais il y a une notion qui arrive en 2022, c'est la notion d'audit énergétique. Alors, quelle est la différence entre le DPE et l'audit pour pas perdre tout le monde ? C'est que l'audit énergétique, il va rentrer un peu plus dans le détail de ce que vous allez mettre comme matériaux. Voilà. C'est-à-dire qu'en gros, on va peut-être vous demander quel type de laine de verre vous allez mettre. Est-ce qu'elle vient de loin ? Est-ce qu'elle vient de proche ? Pour calculer cette fameuse empreinte carbone que l'on retrouve dans la nouvelle version de la RT 2012 qui est la RE 2020. Voilà. Donc, voilà. Par contre, si je vais un peu vite ou c'est un peu technique, vous me demandez des précisions parce que voilà, il y a peut-être des points à préciser. Alors peut-être juste, mais d'une façon un peu globale, qu'est-ce qui fait qu'on se retrouve en catégorie F ou en catégorie G ? Globalement, est-ce que c'est les matériaux utilisés, quels sont, sans rentrer dans le calcul, comment est-ce qu'on calcule ça, quoi ? En fait, je vais donner un peu d'image comme ça. Tout le monde va pouvoir comprendre, autant vous que les auditeurs. C'est qu'en fait, si vous prenez un appartement qui est au rez-de-chaussée, en fait, ce qui va pénaliser un appartement, c'est les parois déperditives, c'est-à-dire les parois qui donnent vers l'extérieur. Donc, si vous avez un rez-de-chaussée surélevé avec les caves en sous-sol, donc qui donne l'appartement donne directement dans les caves. Il donne par exemple les fenêtres, il y en a une partie qui donne vers l'extérieur, et peut-être vous avez un côté qui donne avec l'appartement à côté. Donc, ça veut dire que vous avez le sol, un mur, un autre mur. Donc potentiellement, vous pouvez avoir 3 voire 4 surfaces qui donnent vers l'extérieur. Et ça pénalise grandement un appartement. Voilà, je vous donne un exemple concret. J'en avais parlé un peu à Jérémy en préparation. C'est que là, on a eu les résultats d'un appartement qui était au rez-de-chaussée surélevé justement. Et en gros, on a réalisé des travaux de rénovation énergétique. On a fait qu'est-ce qu'on a mis ? On a mis une clim sur la partie espace de vie. On a isolé avec 14 cm. Alors, pour les puristes, ça va faire un peu bondir, mais 14 cm de laine de verre, c'est énorme. C'est ce qu'on retrouve dans le neuf, et voire même dans le neuf bien isolé. Donc, on a fait ça. On a mis une VMC, et en gros, on a fait passer de la classe énergétique à F. Et la bonne surprise du jour, c'est que je l'ai fait ce matin, c'est qu'on est passé à B. C'est colossal. En fait, quand on fait certains bouquets de travaux, certains leviers, et pourtant on avait, en termes de vitrage, on avait un survitrage, on n'avait pas un double vitrage, donc on était moyen. Bref, en fait, on a réussi à passer avec 3-4 bouquets de travaux à vraiment upgrader de 275 kWh, donc on a divisé par 3 voire 4 la consommation d'énergie dans cet appartement. Donc c'est hyper important, quoi. C'est hyper puissant, quoi. Quand on entend ça, on se dit que vraiment on est forcément gagnant à faire ça. Il y a un confort de vie avec une meilleure isolation, des économies probablement d'argent à faire aussi sur le chauffage, etc. En plus de ça, tu te dis que si tu gagnes 2 ou 3 lettres sur ton DPE, tu as augmenté le prix de ton appartement, et donc tu vas faire une plus-value supérieure le jour de la revente.
Ça représente quoi à peu près comme coût? Est-ce que ça vaut le coup de le faire, et quand est-ce que ça vaut le coup de le faire? Alors oui, alors je ne suis un convaincu, c'est sûr. Sinon j'aurais pas fait, on n'aurait pas mis en place un engagement aussi poussé chez Green Living. Par contre, il y a plusieurs avantages. Il y a un avantage quand même idéologique, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est comme je disais tout à l'heure, les propriétaires, tout le monde se cherche et tout le monde n'est pas convaincu à 100% un petit peu de tout ça. Par contre, il y a un levier financier qui est quand même non négligeable. Tu vois, par exemple, si je donne des images, le gain d'énergie que ça représente dans l'appartement qu'on vient de terminer, ça représente, alors je l'ai noté, ça représente la consommation d'un frigo, d'une box et de 3 LED. Alors, c'est pas, il y en a qui vont dire c'est pas énorme, mais c'est déjà ça de prix déjà pour le locataire. Parce que le locataire, alors si tu fais une colocation et que le propriétaire prend en charge, bon bref, c'est peut-être différent, mais s'il le paye en direct, c'est un coût direct en moins pour la consommation du locataire. Donc oui, c'est un impact financier directement pour le locataire, mais surtout pour le propriétaire, à moyen et long terme, il va augmenter sa valeur verte. Donc c'est un mot qui est pas encore utilisé, mais à terme, si demain, dans 5, 10, 15 ou 20 ans, tu veux vendre un appartement, demain, ce sera tellement normal de parler de valeur verte que tu pourras dire, ben voilà, moi, mon appartement, il est en classe B, et du coup, tu auras certainement une valorisation financière auprès du propriétaire. Ça, moi, en tout cas, chez Green Living, on en est convaincu. Ce que tu appelles la valeur verte, du coup, c'est la plus-value liée à l'augmentation de classe du DPE? Ouais, c'est-à-dire que la valeur verte, c'est la valorisation que tu as fait d'un point de vue environnemental. C'est toutes les actions que tu as mis en place pour que ton appartement ait une consommation la plus vertueuse possible. Donc, que tu te rapproches de ce fameux Graal qui est le A. Voilà. Et alors, est-ce que vous faites, du coup, effectivement, on comprend bien qu'il y a un intérêt qui semble assez important, alors, ou alors par idéologie ou même par économie et par confort. Est-ce que il y a des calculs qui sont faits pour se dire, est-ce que d'un point de vue coût environnemental, il vaut mieux pas juste laisser l'appartement tel qu'il est plutôt que de le rénover avec le coût environnemental des matériaux qu'on va utiliser? Est-ce que c'est des calculs qui sont faits ou qu'on connaît pas encore bien? Alors, c'est à aujourd'hui, à l'heure où on parle, nous, notre fonctionnement est assez minoritaire et précurseur. Il n'y a pas d'entreprise, mis à part des gros bureaux d'études thermiques qui ont plusieurs personnes pour faire des moteurs de calcul, qui sont capables. On le voit beaucoup dans le neuf, ça. Dans la rénovation, dans l'ancien, dans l'existant, on ne le voit pas. Parce que c'est quand même assez onéreux, faut pas se mentir. C'est la raison pour laquelle tu disais en introduction que c'était un peu la guerre sur le neuf, et enfin sur le vieux, et bien rodé sur le neuf. Exactement. Avant de répondre à ta question, il y a aussi un parallèle à faire aussi avec le neuf, c'est que le neuf est souvent précurseur en termes de normes, et souvent il y a un décalage entre ce qui va arriver, ce qui est présent dans le neuf, et ce qui va arriver dans l'ancien. Souvent, moi je l'ai vu là, j'ai travaillé une dizaine d'années dans le neuf, et je vois que il y a certaines choses, voire beaucoup de choses qui arrivent dans l'ancien, qui il y a une dizaine d'années est arrivé dans le neuf. Après, en termes de matériaux, à aujourd'hui, on le voit avec la flambée, des prix des matières premières, il y a quand même un gros sujet. Honnêtement, tout le monde est un peu dans l'attente. Tout le monde a envie de bien faire, tout le monde a envie, d'aller de l'avant, mais c'est vrai que tout le monde se cherche un peu. Et il est vrai que l'équation financière pour monter un projet, pour un propriétaire investisseur ou même propriétaire, il est quand même assez délicat. Voilà. Parce que même si on parle de MaPrimeRénov', de MPR ou des C2E, c'est quand même un marasme administratif, et tout le monde n'est pas rompu à l'exercice. Donc nous, on essaie d'accompagner nos clients là-dedans, mais c'est très compliqué, c'est vraiment très compliqué. Est-ce que tu arriverais à accompagner un peu nos auditeurs aussi là-dessus, et nous présenter ces différentes aides et ces incitations qui ont été mises en place, notamment la prime rénov et autres pour la rénovation énergétique? Alors, je vais donner des éléments de réponse. Je suis pas un expert là-dedans. Par contre, j'ai quand même fait quelques demandes, et ce qui est vraiment à favoriser, c'est d'être assez pointu administrativement. En fait, c'est beaucoup administratif. C'est-à-dire qu'il faut donner les devis de travaux. Il faut que l'entreprise soit RGE. Voilà, ça c'est très important. Sinon, déjà, vous avez un premier veto, c'est-à-dire que vous pouvez pas demander des MaPrimeRénov' si l'entreprise n'est pas RGE. Donc ça, c'est une certification à avoir, le RGE. Ouais, ça veut dire reconnu garant de l'environnement. Okay. En fait, ça veut dire que l'entreprise, pour être RGE, doit passer des formations, alors je sais plus, c'est 2, 3 jours ou une semaine, auprès des CCI ou des chambres des métiers, exactement, j'en souviens plus. Mais en gros, du coup, elle est validée RGE. Donc, elle peut prétendre
à faire des chantiers à valorisation environnementale et du coup poser de l'isolation 1 euro ou tout ce type de matériaux. C'est relativement facile, tu crois, ou plutôt très sélectif cette certification? Alors, à mon sens, c'est pas sélectif. Je vais être honnête. Honnêtement, tout le monde peut l'avoir. Et c'est en fait, c'est ça qui est un peu déploré, parce qu'en fait, l'isolation à 1 euro, c'est magnifique, mais c'est comme c'est mal utilisé. Bah, du coup, il y a beaucoup d'entreprises qui se rangent on va dire dans cette brèche, et donc du coup, il y a de tout. C'est pour ça que c'est tellement décrié, on dit que c'est une arnaque. Mais non, c'est pas une arnaque. C'est fabuleux, l'isolation à 1 euro. Sauf que c'est mal utilisé. Et moi, je l'ai fait chez moi, avec une entreprise sérieuse, et honnêtement, j'ai pas eu de problème, quoi. Donc, voilà. Et alors, du coup, ce serait quoi tes conseils pour trouver une entreprise sérieuse? Comment est-ce qu'on fait pour faire la différence entre une entreprise qui va juste profiter du coup qui va profiter de ce mécanisme juste pour pouvoir obtenir plus de contrats? Bah, déjà c'est la personne, notamment pour l'isolation à 1 euro, il y a un process, c'est-à-dire qu'il faut qu'elle vienne faire une prévisite chez vous. Ensuite, elle vous fait un devis. Ensuite, elle vient chez vous, elle vous fait signer des papiers. Voilà. Et puis bon, après sur Internet aussi, on peut voir si elle existe, parce que bon, maintenant il y a tellement d'outils qu'on peut voir si elle existe. La recommandation aussi, c'est voilà, le bouche à oreille, c'est la meilleure pub, hein, et ça le restera longtemps. Donc c'est toutes ces petites choses qui font que on voit que l'entreprise, elle est sérieuse, quoi. Voilà. Ok. Tu disais qu'il y avait en effet pas mal de documentation, de dossiers à monter pour ces demandes-là. Il y a des critères d'éligibilité aussi. Est-ce que comment ils vérifient si est-ce que tu as le droit de l'utiliser quand tu es déjà B ou C? Je crois qu'il y a des critères aussi probablement de salaire ou de revenus du foyer. Exactement, tu as des plafonds de ressources. Alors maintenant, c'est en code couleur, c'est rose, violet, voilà, je les connais pas toutes, mais en gros, en fonction de la catégorie de couleur où tu es, tu peux prétendre à un certain montant d'aide. Voilà, donc par exemple, ça peut aller de 500 à plus de 1500 euros en fonction des bouquets de travaux que tu es, voire plus même, en fonction de ce que tu fais comme travaux. Je crois que les chaudières, tu peux avoir 6 ou 7 000 euros d'aide, quoi. Non, c'est un super levier, mais il faut être quand même assez pointu sur l'administratif et les tenir, parce que nous, on a eu un problème aussi sur une demande où la personne en face avait mal rentré le plafond de ressources d'un de nos clients, et donc du coup, au lieu d'avoir 1500, il a eu 500. Donc il faut quand même être derrière, vérifier, bien revalider que le dossier est bien complet et qu'il est bien suivi, quoi. Ça, c'est hyper important. Ok, et ça, tu peux en profiter autant pour une résidence principale qu'une résidence secondaire ou qu'un investissement locatif? Alors, depuis longtemps pour les propriétaires occupants, et depuis le 1er juillet, depuis les propriétaires bailleurs, avec un maximum de 3 biens. Voilà. Ok, ça, trop bien. Ça, c'est juillet 2021. 2021, pardon. Ok. 1er juillet 2021, ouais. Donc, on est en novembre 2021, c'est cool, c'est quelque chose d'assez nouveau. Faudrait que je regarde pour les miens d'ailleurs. Il y a d'autres aides que ma prime rénov, parce que là du coup tu m'as parlé du chauffage, de l'isolation. Il y a d'autres choses, je sais pas, changement de fenêtre. Ah oui, en fait tu peux, il y a tout. En fait tu peux faire l'isolation, la VMC, les fenêtres. Tu as le système de chauffage, les chaudières, le sol aussi en fonction des isolants que tu vas mettre. En fait, tout ce qui va te permettre de valoriser ton bien en termes environnemental, tu peux potentiellement avoir des aides. Voilà. Donc, tu as des bouquets de travaux. Et en fait, il faut bien comprendre comment fonctionne le gouvernement auprès de ces aides, c'est qu'il valorise la rénovation globale. Et en fait, en fonction, si tu es capable, par exemple, si tu ne changes uniquement que tes menuiseries, tu auras moins d'aide que si tu fais menuiserie, isolation plancher bas, isolation de tes murs et VMC plus système de chauffage. Ils appellent ça des bouquets de travaux, et tu as des aides qui peuvent être plus ou moins importantes. Plus tu vas rénover de façon globale, plus tu auras d'aides. Voilà. Ok, hyper intéressant. T'as d'autres choses à ajouter là-dessus, Xav? Moi j'ai juste une petite histoire, c'est que j'ai remplacé ma fenêtre du coup en juillet. J'étais locataire et j'ai fait remplacer ma fenêtre juste avant juillet, et donc j'ai fait rétroactivement bénéficier mon propriétaire de cette aide. Seulement moi j'ai contacté une entreprise RGE avec qui ça s'est très bien passé, sauf qu'ils ont fait sous-traiter
la pose par une autre entreprise qui n'avait pas ce certificat RGE. Et donc, j'ai dû me battre pendant 4 mois. Alors, effectivement, on obtient la prime au bout d'un moment, mais il a fallu se battre pendant 4 mois pour récupérer un certificat qui soit valide et qui corresponde, parce qu'il faut du coup, un petit ajout, il faut que les travaux soient au nom de la société qui les ont posés, qui les ont faits. Exactement. Et donc, en fait, ça collait pas avec le certificat de la société qui était la société sous-traitante. Exactement. C'est pour ça qu'il faut être vigilant. C'est très important. Il faut demander quand vous, même que ce soit pour la rénovation ou rénovation énergétique, il faut demander les documents d'une entreprise, ses garanties, ses assurances. C'est hyper important, quoi. Son calibat RGE, voilà, c'est hyper important de demander tous ces papiers. Oui, et je rajouterais, du coup, c'est effectivement des éléments que j'avais demandé, et je rajouterais qu'il faut demander si c'est bien les équipes internes qui vont poser, qui vont poser le bâti, qui vont faire les travaux, quoi. Exactement. Il faut être vigilant sur tous administratifs. Super, trop bien. Il y a d'autres points de vigilance probablement dont on peut parler qui sont peut-être moins liés à la rénovation, mais plus à des étapes de je sais pas, meubles, location. C'est quoi un peu? J'ai vu que vous aviez les piliers de Green Living sur votre site. J'ai l'impression qu'il y a d'autres manières en fait de faire de diminuer l'impact environnemental d'une location. Est-ce que tu peux nous en parler un peu? Alors exactement. En fait, nous, comment on a construit Green Living, c'est autour de 4 piliers. Le premier, c'est la rénovation énergétique. On vient d'en parler pendant plusieurs minutes. Le deuxième pilier, c'est le mobilier éco-responsable. Le troisième pilier, c'est on donne un guide sur l'éco-gestion à nos locataires ou nos colocataires. Et le quatrième pilier, c'est la contribution financière à des organismes impact. Alors, aujourd'hui, on est membre de 1% for the Planet. Alors, pourquoi on a construit autour de tout ça? C'est qu'on voulait qu'en fonction de chaque client qui travaille avec nous ait ne serait-ce qu'un minimum d'impact. C'est-à-dire que si une personne vient nous consulter uniquement pour de la chasse immobilière, eh ben, il va avoir un levier peut-être uniquement que sur un pilier, le pilier 4 qui est le pilier contribution financière à des organismes impact. Si par exemple il nous fait une prestation globale, eh ben là on va essayer de travailler sur les 4 piliers. Mais nous ce qu'on dit, c'est que au moins un des 4 piliers, c'est déjà ça. Voilà. En tout cas, on a construit Green Living en ayant en tout cas, on veut que chaque client investisseur se dise, ben voilà, j'investis, j'ai un rendement, c'est évident, c'est la rentabilité pour voilà, un investisseur, il vient pas pour en tout cas autre chose. Mais nous, on voulait faire partie de cette catégorie d'entreprises, des entreprises un peu de demain, avec un fort impact environnemental, et on l'a construit à travers ces 4 piliers. Donc, en fonction des prestations que la personne va prendre, il aura forcément un impact avec nous. Par contre, si je rentre un peu dans le détail, donc la rénovation, on vient d'en parler, le mobilier éco-responsable, je vais être honnête avec vous, c'est compliqué. C'est très compliqué. Pour construire le projet, on a discuté avec des fournisseurs de mobilier clé en main. Il y a un début de quelque chose, mais avoir un appartement 100% mobilier éco-responsable made in France, c'est pas possible. C'est voilà. Par contre, nous, on travaille dans le sens comme d'aller chercher des fournisseurs qui vont dans ce sens-là et pour travailler un petit peu cette fameuse empreinte carbone et pour la réduire au maximum. Voilà. Et là, du coup, tu parles de mobilier neuf. Est-ce que vous vous tournez un peu vers l'occasion ou pas du tout? Alors, c'est une très bonne question, Xavier. C'est qu'en fait, on travaille sur l'occasion, sur le reconditionné, sur le neuf, avec la plus faible empreinte carbone. Sauf qu'en fait, aujourd'hui, le marché est tellement diffus. Tu as des fournisseurs d'occasion, des fournisseurs de reconditionné, des fournisseurs un peu dans le neuf avec une empreinte environnementale faible. C'est très diffus. Donc, pour structurer tout ça, nous, les premiers projets qu'on a faits ne sont pas parfaits. Loin de là. Par contre, on a initié des conversations avec certains pour que demain, on ait un certain volume et que l'on puisse tendre vers le maximum de reconditionnés ou alors l'occasion, ça me semble compliqué, mais en tout cas, vers le reconditionné et le neuf avec une faible empreinte environnementale. Avec qui vous travaillez, par exemple, sur le reconditionné? Alors, par exemple, sur le reconditionné, on a échangé avec... alors, on est performant surtout pour les matelas. Une boîte qui est à Saint-Onès, qui s'appelle Eco-Matelas. Et en fait, ils font majoritairement du matelas reconditionné. Donc, ils sont assez connus dans ce milieu-là. Et donc, nous, on travaille avec eux pour notamment ce type de produit. Et pour les autres produits, on a quand même un peu de mal. Voilà. On a quand même du mal à travailler sur ça avec d'autres fournisseurs.
Voilà. Si on devait un petit peu justement classer, tu vois, du pire au meilleur d'un point de vue écologique, donc j'imagine qu'en effet le mieux, ça serait de faire de la seconde main, etc. Mais c'est souvent difficile, en tout cas si tu veux faire, si tu veux lancer quelque chose at scale et que ça grandisse vite. En revanche, même dans les autres solutions, est-ce qu'il vaut mieux acheter chez Ikea que sur Internet et aller louer sa petite camionnette et aller le chercher? Est-ce que probablement tu vois les produits de chez... Moi, je te parle d'Ikea parce que c'est comme ça que je meuble à 90% la plupart de mes appartements. Donc du coup, je me pose la question, tu vois, est-ce que j'arriverai à faire un petit peu mieux en me dirigeant vers d'autres marques? Est-ce que tu as des éléments de réponse là-dessus? Alors, en fait, ce qui est génial aujourd'hui, c'est que tu as plein de choses qui émergent. Mais tout n'est pas structuré. Tu cites Ikea. Ikea, il y a des pour et des contre. Mais moi qui l'ai quand même regardé, ils ont des choses quand même vraiment bien. Et déjà, ils utilisent du bois. Alors après, bon, on va pas rentrer dans le débat du bois où il est de la déforestation. Voilà, le sujet est un peu complexe, mais déjà, de facto, le bois, c'est l'un des matériaux qui existent, qui a on va dire, une empreinte carbone la plus intéressante à aujourd'hui. C'est pour ça que le neuf, je fais un parallèle aussi avec le neuf, les constructions en bois vont à mon sens exploser parce que c'est le type de mode constructif qui a on va dire l'empreinte carbone la plus intéressante. Et dans l'ancien, si tu veux meubler, si tu as du mobilier bois, c'est ce qui va se rapprocher plus de ça, avec une empreinte en carbone la plus intéressante. Voilà. Ouais, il y a une histoire de durabilité aussi. Je sais que tout le monde n'est pas d'accord avec ça. Moi, j'ai toujours vécu dans des maisons et appartements, même chez mes parents, qui étaient meublés Ikea, et j'ai l'impression que c'est des choses qui tiennent relativement bien. Ils font beaucoup la promotion de ça. T'es dans les rayons, tu vois les tiroirs qui s'ouvrent, qui se ferment, etc. En comparatif, j'avais déjà testé quelques commandes qui viennent d'un peu plus loin sur Mano ou sur Amazon, notamment sur des luminaires, etc., où j'ai été hyper déçu. C'est dommage d'aller chercher un miroir à LED qui arrive et qui se casse au bout de 2 semaines. Là où chez Ikea, normalement, c'est pas possible, quoi. Maintenant, j'imagine qu'il y a des solutions encore plus poussées. Xavier, tu connais un peu le meuble seconde main? Il y a des Celency qui existent. Ouais, moi je pensais surtout à Celency, mais je suis pas sûr que ce soit accessible. Non, tu as une boîte là qui vient d'émerger là. On s'est loupé plusieurs reprises, mais qu'on doit échanger, qui s'appelle Isidore. C'est 2 filles, je sais plus comment elles s'appellent, mais qui ont fondé ça, qui sont c'est un peu un Le Bon Coin un peu amélioré. En tout cas, je le résume comme ça. J'espère que ça va leur plaire. Elles ne en voudront pas si on parle d'elles. On verra bien. Mais qui en fait en gros, c'est des personnes qui vendent. C'est une plateforme, je pense, c'est une plateforme de marché où des personnes particuliers vendent du mobilier d'occasion. Mais c'est du mobilier un peu plus, on va dire, ça m'a l'air un peu plus structuré que Le Bon Coin, comme ça. Voilà. Okay. Mais honnêtement, on est vraiment dans une phase de transition sur le sujet du mobilier. Et j'ai l'impression, avec plusieurs mois d'activité chez Greenly, qu'on est un poil trop tôt. Mais c'est pas grave. Voilà. Au moins, on est là. Et dès qu'on saura saisir les opportunités quand elles seront là. On a quand même échangé avec des faiseurs, voilà, parce que maintenant ça s'est assez démocratisé l'investissement locatif. Donc il y a des boîtes qui font du mobilier clé en main, qui vous livrent en 1 ou 2 commandes, voilà, votre appartement. On a échangé avec certaines, et certaines se posent la question quand même du mobilier responsable en neuf, parce que leurs fournisseurs les poussent. Il y a des catalogues qui vont sortir là-dedans. Donc on sent qu'il y a quelque chose. Donc c'est sûr, pour être très transparent avec vous, c'est sur l'un des piliers, on est l'un des moins avancés. Mais on est sur le qui-vive, et et d'ailleurs je lance un appel, hein, c'est voilà, aussi, c'est tout fournisseur qui veut discuter avec nous, de comment on peut travailler ensemble, mais alors avec grand plaisir, quoi. S'il y a une faisabilité technique et financière avec Green Living, on est à l'écoute, hein, grandement même. Super, n'hésitez pas, hein, si vous avez des messages, vous les mettez sur les réseaux et on les passera à Michael. Il y a des choses à faire d'un point de vue un peu plus peut-être particulier, individuel. Si c'est vous par exemple qui gérez les travaux de votre appartement, il y a plein de chutes qui peuvent être réutilisées. Moi dans mon premier appartement, il y a
le plan de travail de la cuisine, il a servi à faire un petit bureau et une étagère. C'est des petits gestes, mais je pense que déjà au niveau économique, tu t'y retrouves très très bien parce que tu économises un bureau à 50 €, une étagère à 25 ou 30. En plus, tu as une forme d'harmonie des matériaux parce que tu récupères des choses qui sont exactement de la même couleur, exactement le même bois. Et même dans la rénovation, j'ai déjà vu mon père détruire un mur qui fait de la cuisine pour ouvrir une cuisine sur le salon. Et il va réutiliser ce bout de mur et en refaire et l'utiliser comme paroi pour un autre truc. Alors lui, il le fait surtout pour pas avoir à descendre des gravats sur 5 étages et les remonter. Mais je pense que c'est des choses qui ont une valeur écologique et c'est toute une démarche à avoir là-dessus. Ça prend souvent un petit peu plus de temps, mais je trouve ça intéressant, quoi. Mais si on fait le parallèle, voilà, je veux pas être philosophique, mais il y a 40 ou 50 ans, nos grands-parents nous disaient, voilà, gaspille pas, tu vois, on l'entendait. Nous, on est une génération où faut le dire, on fait moins attention. Mais maintenant, ça revient. En fait, c'est un discours qui revient et tu verras que moi, j'ai 2 filles, mes filles, le discours, il change et c'est cyclique en fait. Voilà, tout simplement. C'est la transition parfaite. Tu nous as parlé des 3 premiers piliers. Il y en a un 4e, c'est aider à l'éco-gestion pour les locataires. Comment ça se passe? Et là, concrètement, nous, ce qu'on donne, c'est un guide aux locataires, aux colocataires, où on leur explique, comment au quotidien tu peux faire mieux, c'est-à-dire ta consommation d'énergie, comment tu peux faire attention aux veilleuses, comment tes déchets tu peux les trier, et on leur donne un guide. En fait, on peut pas être intrusif, c'est juste informatif. On peut pas leur dire comment vivre. Voilà, parce que le locataire est chez lui, qu'ils sont en colocation ou en location, donc on peut pas on peut pas lui dire comment vivre. Par contre, on leur dit on vous pose ce guide, c'est pour vous. Si vous vous posez des questions, on est là. Et c'est un peu une feuille de route de comment améliorer son quotidien. Voilà, tout simplement. Aujourd'hui, on peut pas faire plus sur l'éco-gestion au quotidien pour nos locataires et colocataires. Voilà. Et concrètement, c'est quoi? Vous proposez des fournisseurs d'accès à l'électricité, Exactement, on leur propose, voilà, on en connaît plusieurs. Nous, on incite aussi nos propriétaires quand ils prennent l'électricité à leur charge, on les oriente vers des fournisseurs d'électricité verte auprès du propriétaire, auprès du locataire quand c'est lui également. On essaie d'être vertueux là-dedans, et même pour tout vous dire, parce qu'on a eu des retours de certains locataires pour améliorer ce guide. Donc là, on le réécrit. En tout cas, on le réajuste et en fait, il sera en perpétuelle évolution en fonction des retours qu'on a, des fournisseurs qui seront pas des fournisseurs, mais en tout cas des actions qu'on pourra mettre en plus pour les locataires. Et en gros, les locataires, je sais pas si tout le monde va le lire ou tout le monde, en tout cas, va mettre en action ce qu'il y a dans ce guide. Mais en tout cas, nous, ce qu'on se dit, c'est il est là, on sème une graine et puis après, on verra. Voilà. En tout cas, c'est l'action qu'on a, le pilier auquel on a réfléchi auprès des locataires sans être intrusif dans leur quotidien. Est-ce que c'est quelque chose que vous proposez sur votre site internet, peut-être même des bribes si vous n'avez pas tout en gratuit ou... Non. Non, non, on le propose pas. On le propose pas. Non. Et pour le coup, je t'enverrai, je pense, le lien vers un des épisodes de Xavier. C'était sur la low-tech, il me semble, où il donnait plein de petits tips. C'est des tips qui sont beaucoup plus poussés en termes de gestion. Ceux qui écoutent The Big Shift, ils l'ont probablement déjà entendu, mais peut-être pas sur Ça fait un bail. Je suis pas sûr que notre audience elle soit exactement la même. En revanche, tu vois, franchement, ça allait hyper loin. Ça m'avait étonné. Enfin, on parlait de faire des fins de cuisson dans le four ou dans la poêle en éteignant le truc. On parle de petites économies, mais c'est des choses qui avoir un plus petit frigo et pouvoir avoir sur le balcon une forme de glacière qui maintienne à une température pour certains ingrédients. Donc là, je te parle vraiment de choses poussées, hein. C'est pour essayer d'aller plus loin que coupe l'eau quand tu te savonnes et tire pas la chasse 3 fois pour un pipi, tu vois. Mais en revanche, ou fais pipi sous la douche pour économiser une chasse d'eau plutôt. Mais non, pour le coup, il y a des choses que tu peux vraiment faire et je mettrai le lien de cet épisode dans la description de Ça fait un bail de cet épisode. Je pense qu'il y a... De rien, Xavier. Mais en fait, ce qu'il y a, c'est que moi, je l'ai vu dans mon métier, c'est que quand la RT 2012 est arrivée dans le neuf et que les entreprises ont dû se
un peu se mettre en ordre de marche pour atteindre certaines performances, ça a fait beaucoup grincer parce que la RT 2012, elle est arrivée, alors pour certains, un peu assez rapidement. Et en fait, moi je me dis que les locataires, c'est au moins de les accompagner. Parce que là, l'exemple que tu donnes, c'est un peu de sauter si on fait un curseur de 0 à 10, on est déjà à 9. Moi, nous, ce qu'on dit chez Green Living, c'est OK, on parle d'environnement, c'est bien, on parle de performance énergétique, d'empreinte carbone, de climat, OK, mais comment les gens sont accompagnés dans leur quotidien? Ils sont, Et donc, ce guide, c'est juste dire, tu as ça, on est là si tu veux aller plus loin, et petit à petit, le curseur va monter. Mais si déjà les gens, tu leur dis, en tout cas les locataires et les colocataires, tu leur dis, fais déjà du low-tech comme tu dis, ils le feront jamais. Par contre, si tu dis, écoute, nous on est en train de voir pour mettre des lombricomposteurs, hein, parce qu'on propose des appartements, et donc va faire un compost dans une copropriété. Alors aujourd'hui, la plupart, ils vont te dire, non, on n'en veut pas. Par contre, si tu mets un lombricomposteur, que tu leur dis comment ça fonctionne, tu leur dis Comment ça fonctionne d'ailleurs? Je connais pas très bien. Un lombricomposteur, c'est comme un compost mais adapté pour les balcons en fait et les loggias. En gros, un compost ça fonctionne comment? C'est qu'en gros, tu as tes déchets organiques où tu mets, alors je vais simplifier vraiment grandement, hein, tu mets des copeaux de journaux, du bois en fait pour que ça qui est un peu une zone sèche et humide, et en gros ça fermente et ça te fait du terreau. Voilà, ça te fait ça fait une sorte de terreau de terre pour que tu peux réutiliser. D'accord? Voilà. Et en fait, dans les appartements, comment tu fais? Tu vas pas mettre ton compost, même le sol, t'as un balcon, c'est compliqué, on est d'accord. Donc, il y a ce fameux lombricomposteur. Et qu'est-ce qui fait un bon compost? C'est ce que je viens de vous décrire, mais en plus des vers de terre. Si tu as des vers de terre dans ton compost, ça veut dire que ton compost et fonctionne très bien. Donc, c'est de mettre des vers de terre dans un compost sur un balcon. Dans un lombricomposteur, c'est fermé, hein, bien évidemment. Ok, génial. Moi, je pense qu'on peut même, sur certains cas, tu vois, sur de la courte durée, ou je l'ai même vu sur des colocs, tu vois, avec, il y a une boîte qui s'appelle La Casa, que tu connais peut-être, qui fait des colocations à thème. Et je crois qu'ils ont une casa verte avec un potager, une serre, des choses comme ça. Et je pense que dans la courte durée, on en a vu de plus en plus des lodges éco-responsables, etc. Et c'est vraiment des démarches qui peuvent être poussées et qui peuvent même favoriser. Tu te trouves un thème, tu te trouves quelque chose qui parle à de plus en plus de monde en plus. Donc je suis assez convaincu que ce type d'habitation et ce type de démarches vont être de plus en plus suivies, quoi. Mais ce qu'il y a, c'est qu'en fait, c'est souvent moi quand je discute autour de moi, c'est quelle est la première action à mettre en place pour avoir un impact environnemental de suite. Je peux te garantir que les déchets, c'est la première action. Moi, je vous raconte un peu ma vie, mais j'ai un compost, j'ai divisé par 2, voire un peu plus, ma consommation de déchets. C'est juste par les déchets organiques. Et ça, je suis pas, je me sens pas un écologiste de la première ordre. Par contre, ça me semble tellement de bon sens. Je l'ai mis en place, ça fonctionne, et c'est déjà un truc gratuit, déjà, et action directe. Et en plus, certaines communautés de communes, en tout cas de chez nous, vous donnent le compost. Donc je vois pas. En fait, tout est fait pour faciliter en fait la mise en place d'un compost. Et ça, c'est super. Écoute, ça me fait un bon épisode, je pense, qui a un ton un peu différent des autres, mais vraiment depuis longtemps que je voulais le faire. Donc merci à toi, Michael. Eh ben merci à vous deux, en tout cas de m'avoir reçu. Ça a été un plaisir. Super intéressant, et puis je pense que ça fera très plaisir aux auditeurs de The Big Shift aussi de parler un peu immobilier. On pourra aussi, puisque Jérémy va mettre un de mes épisodes dans sa description, on mettra un des siens dans la mienne. Merci. Super. On reste en contact, Michael. Il y a probablement plein de choses à faire ensemble, et je te souhaite une bonne soirée. Eh ben merci à vous deux. Ciao. Salut. À bientôt. C'est la fin de cet épisode de The Big Shift. J'espère qu'il vous a plu et que vous en avez retiré quelque chose pour votre vie quotidienne. C'est ça le plus important. C'est beaucoup plus simple de parler du sujet sensible de l'environnement quand ses amis ou sa famille sont vraiment informés. Alors partagez le plus possible The Big Shift, ça aidera tout le monde. Et si vous avez des questions, des sujets que vous souhaitez qu'on aborde, des invités que vous voulez entendre, ou tout simplement que vous voulez qu'on discute de cet épisode, envoyez-moi un message sur LinkedIn. The Big Shift est produit par Echoes Studio. Si vous avez un projet audio, contactez-nous sur www.echoes.studio.
Merci d'avoir écouté jusqu'au bout. Je vous retrouve très bientôt pour un nouvel épisode.